Nous recevons ce soir Henri Thuiliez, avocat au barreau de Paris et directeur de la PLAF, la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous travaillez notamment avec l'ONG Global Witness. Vous avez publié le 2 juillet dernier un rapport qui s'intitule Des sanctions mine de rien. Vous y affirmez que Dan Gertler, un homme d'affaires israélien sous sanctions américaines, continue d'acquérir des terres, notamment des permis miniers, à moindre coût en RDC. Avant d'aborder les détails de ce rapport, pouvez-vous nous dire qui est Dan Gertler ? Dan Gertler est un homme d'affaires qui, pendant 20 ans, a construit son empire, sa richesse sur les ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Que ce soit les diamants du Kasaï, le cuivre de Kolwezi ou le cobalt de Mutanda, il n'y a pas une région riche où Dan Gertler n'est pas passé. Dan Gertler s'est bâti son empire, notamment grâce à sa proximité avec Joseph Kabila et son cercle restreint. Sa technique, c'était d'acheter des permis miniers à un prix très faible et de les revendre à un prix très élevé. C'est ce qui s'est passé, par exemple, pour la mine de Mutanda, qui est la plus grande mine du monde en cobalt, où il a racheté des parts en 2011 à environ 200 millions de dollars pour les revendre à Glencore en 2017 pour 1 milliard de dollars. Les États-Unis, parce que la question qu'on se pose, c'est comment quelqu'un comme Dan Gertler a pu... Justement, c'était la prochaine question que j'allais vous poser, parce qu'en lisant votre rapport, on apprend que cet homme est condamné par les Américains depuis 2017. Il lui est interdit d'utiliser le dollar, la monnaie des affaires, en RDC. Pourtant, il continue d'opérer dans le pays. Comment cette situation est-elle possible ? Alors d'abord, si vous me permettez, je vais revenir sur la question des sanctions américaines qui ont donc été décidées contre lui en décembre 2017. Le Trésor américain a considéré que Dan Gertler s'était bâti son empire grâce à la corruption, à des marchés, à des contrats miniers opaques et corrompus, et a accusé M. Dan Gertler d'avoir fait perdre à la République démocratique du Congo seulement entre 2010 et 2012, donc 2 ans sur les 20 ans dans lesquels il a travaillé, plus de 1,36 milliard de dollars pour le Trésor congolais. 1,36 milliard de dollars, c'est le budget de la santé et le budget de l'éducation combinés multiplié par 2. Mais justement, vous parlez de sommes astronomiques. À qui profite cette manne financière ? A priori, à Dan Gertler lui-même. Uniquement à lui. Et aux personnes qui sont dans son entourage. Qui sont les personnes dans son entourage, justement ? Eh bien, il a été largement prouvé par de nombreux rapports précédents que c'est grâce à sa proximité avec l'ancien président du Congo, Joseph Kabila. Il y a d'ailleurs eu un ancien partenaire commercial de Dan Gertler qui aurait reconnu que Dan Gertler aurait versé plus de 100 millions de dollars de pots de vin au clan Kabila. Dan Gertler est-il proche... 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Dan Gertler est-il proche de l'actuel gouvernement, de l'actuel chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi ? Malheureusement, c'est une question à laquelle je suis incapable de répondre. Le président Tshisekedi s'était engagé à lutter farouchement contre la corruption. Aujourd'hui, ce que notre rapport dévoile, c'est que malheureusement, il semblerait que Dan Gertler soit toujours en République démocratique du Congo, puisque suite aux sanctions américaines, il aurait replacé son empire, ses sociétés offshore, à Kinshasa, pour continuer à faire fluidifier son argent, continuer à faire des affaires et continuer à acquérir des permis miniers après les sanctions américaines et avant le départ de Joseph Kabila. En un mot, c'est business as usual pour Dan Gertler. Dans votre rapport publié le 2 juillet, vous pointez également du doigt la banque Afriland First Bank RDC. Il s'agit de la filiale d'une banque camerounaise. Quel rôle joue-t-elle dans cette affaire ? Ce que notre rapport montre, c'est qu'il y a un véritable réseau international de blanchiment d'argent qui aurait aidé M. Gertler à fluidifier son argent. Et ce réseau se serait notamment basé sur la filiale de la banque camerounaise Afriland, la filiale congolaise, et que cette banque aurait permis à tout un tas de mandataires et d'entités rattachées de près ou de loin à Dan Gertler à ouvrir des comptes bancaires, à déposer du cash et à faire des transferts, notamment vers l'étranger, notamment en dollars. Alors justement, dans votre rapport, vous parlez de dépôts d'argent qui s'élèvent à plusieurs dizaines de millions de dollars, notamment dans la banque que l'on vient de citer, avec des personnages qui ne sont pas forcément connus pour être en affaires, notamment dans le pays. S'agit-il de prête-noms ? Selon nous, il s'agirait sans doute de prête-noms, puisque ce sont des personnes, pour certaines d'entre elles, qui n'ont aucune expérience dans l'industrie minière, aucune expérience en République démocratique du Congo, et qui n'arrivent pas à donner des explications convaincantes sur l'origine de tout ce cash qui est déposé à la banque. En 2018, donc après que Dan Gertler ait déménagé ses sociétés en République démocratique du Congo, les profits d'Afriland ont augmenté de 350% en un an. D'où vient cet argent ? Toutes ces personnes ont été incapables de nous l'expliquer.
Alors, dans votre rapport, il a fait réagir un avocat, l'avocat de Dan Gertler et de la banque à Freeland. Il a déposé plainte à Paris contre Global Witness et la PLAF, dont vous êtes le directeur. Vous avez obtenu, selon cet avocat, des documents trafiqués. Qu'est-ce que vous inspire la plainte qui a été déposée contre vous? Laissez-moi revenir un tout petit peu en arrière si vous le voulez bien. PLAF et Global Witness travaillent ont travaillé depuis plus d'un an sur ce rapport, avec des grands médias comme Le Monde, Bloomberg, Haaretz. À la base de ce travail, il y a en effet des documents bancaires dont l'authenticité ne peut pas être remise en question. En mars, nous avons laissé toutes les personnes qui sont visées par nos enquêtes leur droit de réponse. Nous leur avons demandé de commenter nos allégations. Certaines l'ont fait, certaines ne l'ont pas fait. Début juin, alors que la date de la publication du rapport approchait, on a commencé à faire l'objet de toute une campagne de menaces et d'intimidation, que ce soit de Dan Gertler lui-même ou des avocats de Dan Gertler. Ils nous ont ici menacés de déposer une plainte pénale si on publiait le rapport. Le président de PLAF a fait l'objet d'un chantage, comme il l'a déclaré dans Mediapart. Le journaliste d'Haaretz aurait été menacé directement par Dan Gertler qui a dit qu'il mettrait un terme à sa carrière. Alors cette plainte pénale, on s'y attendait. 24 heures avant la publication du rapport, nous voyons un nombre de vidéos complètement diffamatoires nous accusant de des organisations criminelles pullulées sur Twitter. Le même jour, l'avocat Éric Moutet, donc l'avocat de Dan Gertler et de la banque, dépose une plainte pénale contre nous. Cette plainte pénale, elle est publiée sur Internet, ce qui est complètement inique et exceptionnel, complètement diffamatoire et dangereux pour les personnes qui sont visées dans cette plainte. Et cette plainte ne repose sur rien de concret. Vous comptez contre-attaquer? Est-ce qu'on va donner autant d'importance que ces personnes-là veulent à cette plainte? On va y réfléchir. En tout cas, si la procédure devrait aller de l'avant, on est tout à fait tranquille. Je vais juste vous donner un dernier élément. Par exemple, ils accusent une chercheuse de Global Witness d'avoir donné des pots de vin à des personnes pour avoir accès à des informations sur Dan Gertler. Cette personne, les faits remontent à 2016 ou 2018 selon la plainte. Cette personne a quitté Global Witness en 2010. Elle n'a jamais travaillé sur Dan Gertler. Elle n'était pas au Congo à ce moment-là. Que ce soit clair, cette plainte repose sur des fausses informations. Estimez-vous que les gouvernements congolais ont une responsabilité directe dans les malversations présumées que vous dénoncez? En tout cas, l'État congolais a un vrai rôle à jouer pour lutter contre la corruption et à faire en sorte que l'argent qui émane des sociétés minières revienne réellement au peuple congolais. La RDC doit renforcer ses institutions, renforcer son système bancaire et financier pour faire en sorte que ce genre d'agissement cesse et que les Congolais puissent enfin profiter des avantages des ressources naturelles et que ce ne soient pas des étrangers, des multinationales qui en profitent. Merci Henri Thuillier. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et directeur de la PLAF, la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Ainsi va la